Bonjour à tous, bienvenue sur cet écho sur le financement de la création. Ça fait très plaisir de voir une assemblée aussi nombreuse, surtout par rapport à l'année dernière où la salle était quasiment vide. Alors on retrouve donc pour cet instant, je vais faire un rapide tour de table. Je vais commencer par Denis, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je suis Denis Dementon, je suis directeur d'un réseau qui s'appelle France Active et qui finance des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs, nous ce qu'on appelle les entrepreneurs engagés. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Merci Denis. Je vous passe la parole Marc. Donc Marc Bonnemain, moi je suis le directeur du développement pour la marque Caisse d'épargne sur le marché des professionnels et donc on accompagne les créateurs et toutes les entreprises. Bonjour à tous, je m'appelle Donia et je suis entrepreneur et j'ai cofondé Meet My Mama avec 2 autres personnes. Et rapidement, Meet My Mama, c'est une entreprise qui a pour objectif de valoriser les talents culinaires des femmes au travers d'une école de formation et un service traiteur. Merci. Bonjour, Patricia L'Excellent. Eh bien, moi, je suis déléguée générale du réseau Initiative France. Nous accompagnons la création, reprise et développement de 18 000 entreprises par an, tout secteur, tout territoire. Bonjour, François de Canson, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup. Alors on va commencer, avant de parler vraiment financement, accompagnement, création, on va commencer par un rapide tour d'horizon sur la situation aujourd'hui de la création, comment ça se passe après la crise. Et je vais laisser la parole à François pour nous illustrer ses propos sur la région Sud. Bonjour à tous. Alors la région Sud, évidemment, vous savez que c'est la plus belle région de France, que le soleil brille en permanence, sauf ces derniers temps où nous avons eu quelques incendies et des inondations, mais à part ça, tout va bien. Chez nous, la création d'entreprises est particulièrement dynamique. 84 000 entreprises créées en 2020, ce qui représente 10% de l'ensemble de la création d'entreprises en France. Chez nous, c'est 165 créations pour 10 000 habitants, alors que c'est 127 en moyenne sur la France. Pendant ces temps particulièrement difficiles, nous avons été labellisés. Il y a eu des régions qui ont obtenu le label Région européenne entreprenante. Nous sommes la seule région française à avoir obtenu ce label. Le mot d'ordre du président Muselier étant de laisser personne au bord de la route. Donc nous avons mis les moyens financiers avec nos partenaires pour que tout le monde puisse traverser cette épreuve. Nous avons un dispositif qui s'appelle FIER, qui est le dispositif que nous mettons à disposition des entreprises à travers des subventions, des prêts et des garanties d'emprunt. Le dernier bilan du FIER, c'est 308 millions d'investis, 11 500 entreprises soutenues et le maintien de 30 000 emplois. La crise a mené à la création de moyens complémentaires et nous sommes allés chercher nos partenaires de la BPI à travers les prêts rebonds et aussi les prêts essor avec la Banque des Territoires. Et nous sommes en train, pour soutenir pleinement notre économie, de monter un fonds avec des moyens européens, avec des banques. Le but du jeu étant de soutenir essentiellement les actions de transition écologique et nous espérons lever un fonds de l'ordre de 100 millions d'euros. Merci beaucoup. Région très dynamique sur la création, on le voit notamment à travers l'action des réseaux. Un mot peut-être sur un focus sur le secteur du tourisme. Alors il faut savoir que chez nous, le tourisme, c'est 13% du PIB, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires. L'arrêt total, tout à coup, tout s'est arrêté, il a fallu trouver des solutions. Donc là, moi, je suis président du comité régional de tourisme, c'est faire la promotion du tourisme à l'international. Immédiatement, nous sommes revenus sur le territoire français parce que seuls les Français pouvaient venir en vacances. Il a fallu trouver des effets de levier, mener des campagnes de promotion très actives. Nous avons mené l'année dernière et cette année une campagne qu'on a appelée « On a tous besoin du Sud » où on a pu mettre 2 millions de promotions, ce qui ont permis d'attirer fortement la clientèle française. Nous avons eu cette année des résultats plus qu'exceptionnels et avec Renaud Muselier qui était alors président des régions de France, nous avons travaillé avec l'ensemble des régions et nous avons mené un plan de promotion de 10 millions d'euros qui a pleinement porté ses fruits et aujourd'hui tous les professionnels ont le sourire, bien évidemment parce que nous sommes la plus belle région de France mais aussi parce que le climat était au rendez-vous et qu'on a su trouver des moyens de promotion qui ont permis d'avoir des résultats. Alors le climat, on en reparlera, mais à la fin et sur un autre point de vue. Merci beaucoup. Marc, est-ce que vous voulez rebondir sur ces propos? Peut-être vous donner votre point de vue en tant qu'établissement financier? Oui, alors une vision qui ne va pas être que sur le sud de la France, qui est plutôt sur le territoire national. 2020, on a eu à peu près 850 000 créations d'entreprises. C'est une année record.
et qui se répartit à peu près, il faut l'avoir en tête, 65% d'auto-entrepreneurs, une dizaine de pourcents d'entrepreneurs individuels et le reste des sociétés. Donc on voit qu'il y a une activité aussi sur des sociétés structurantes. Et quand on analyse 2021, pour se dire on part comment, les premiers résultats qu'on a à la fin du T1 2021, c'est une progression de 31% quand on le compare à 2020. Donc on voit que la création d'entreprises continue à fortement accélérer. C'est quasiment 280 000 créations d'entreprises sur le premier trimestre de l'année. Et c'est fortement tiré par, là encore, les micro-entrepreneurs qui sont en progression de 40%, mais les sociétés qui continuent à progresser avec plus de 20% de création de sociétés. Donc on a un tissu économique qui continue à être équilibré. Retenez qu'en France, il y a 3 millions d'entreprises. Eh bien, il y a à peu près 2 millions d'auto-entrepreneurs. Le reste, ce sont des sociétés, soit entrepreneurs individuels ou sociétés personnes morales. Eh bien, on continue sur ce rythme de création. On a, nous, par contre, en point d'analyse complémentaire, juste un petit point d'alerte en tant que banquier. En temps normal, quand on regardait les auto-entrepreneurs, on en avait 60% qui avaient un chiffre d'affaires. On dit économiquement actif, qui a au moins 1 euro de chiffre d'affaires. Quand on regarde 2020, on est plutôt à 42%. Donc on voit que là où ça souffre, c'est la capacité à tenir un chiffre d'affaires quand on se crée nouvellement. Donc de bien penser, finalement, ça fait partie des choses qu'on verra après, mais à bien penser quel est son marché finalement. Et on voit que la crise, elle a ouvert beaucoup de pans de marché ou réouvert finalement des choses qui s'étaient fermées. Nous, on parle des circuits courts, on parle de la proximité qui se sont complètement réouverts et je pense qu'il faut intégrer ça dans les business, dans vos logiques de création d'entreprise. Voilà. Et puis sur les secteurs d'activité, alors oui, le tourisme et donc tout le secteur d'hébergement. Alors il y a l'hébergement hôtelier. Si on est sur le Grand Paris, il a fortement souffert. Mais si on prend l'hébergement de plein air, ce sont les campings, hein, pour donner notre terme, eux ont eu plutôt un été dans le sud exceptionnel. Donc on se retrouve sur un secteur, quand on l'analyse, qui est contrasté. Mais il y a eu quand même quelques sourires. Donc il n'y a pas que le soleil qui a donné le sourire. Et puis on a des secteurs, nous, qui au contraire se sont très fortement développés. Tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le transport, l'entreposage, la restauration rapide. Vous voyez, à défaut de la restauration dite traditionnelle, et le commerce de gros. Voilà pour donner un peu les grandes tendances. Maintenant, le sujet pour nous, il est, par le tissu industriel français, de regarder comment vous, en tant que créateur, vous ne souffrez pas d'une problématique d'approvisionnement. Parce qu'on voit que pour faire des chiffres d'affaires, il faut s'approvisionner. On a quelques difficultés économiques aujourd'hui en France sur réussir à s'approvisionner. Et puis pour ceux qui arrivent à s'approvisionner, c'est de trouver le personnel. Voilà, donc on voit bien qu'on a des créateurs qui ont du mal à trouver le personnel pour lancer leur activité. C'est un des soucis actuels. Et les stats aujourd'hui de la baisse du chômage annoncée montrent qu'il n'y a pas de problématique d'emploi en France. Il y a plutôt une problématique de trouver les bonnes personnes. Merci beaucoup. Donc effectivement, une forte envie d'entreprendre aujourd'hui, des créations d'entreprises qui ont réussi à passer le cap de la crise. Et nous, on est convaincus chez BPI France que ça, c'est aussi grâce au rôle des réseaux d'accompagnement et que le rôle de ces réseaux d'accompagnement va permettre de pouvoir pérenniser les projets de création, de pouvoir les renforcer. Je vais laisser la parole du coup à nos réseaux. Denis, si vous voulez prendre la parole, nous présenter peut-être l'offre de France Active en détail, l'offre et comment vous accompagnez et puis comment vous travaillez ensemble, notamment avec Initiative France et puis avec les banques bien sûr, puisque en fait c'est cet écosystème qui permet à l'entrepreneur de réussir sa création. Alors en détail, vous me demandez, Hélène, je vais essayer d'être quand même un petit peu synthétique. Rebondir sur les propos de Marc Bodmin. Oui, il y a une reprise très forte. En fait, c'est la reprise d'une tendance, d'un appétit de création d'entreprises en France, qu'on trouve dans toutes les régions, même si certaines régions sont leaders. Et donc, nous, on a été confrontés en 2020 à la fois au sujet de soutenir les entrepreneurs qu'on avait financés, faire des reports d'échéances, s'arranger avec nos partenaires bancaires pour permettre que tout ça ne s'écroule pas d'un coup. Et puis très vite, et ça c'était une excellente nouvelle, un appétit de nouvelles créations très vite dans l'été. C'était assez impressionnant. Donc on a musclé nos équipes, on a bien sûr travaillé avec les régions, avec nos partenaires, avec les banques, de manière à pouvoir faire les deux en même temps, parce que les deux sont indispensables. Il ne s'agit pas de soutenir des entreprises qui à un moment donné doivent s'arrêter pour telle ou telle raison et s'acharner. Donc il faut aider à s'arrêter proprement, sans laisser de dettes, sans laisser de risques trop importants. Et puis il faut être en face de cette demande très importante. Alors c'est pas compliqué, après la complexité on se la garde pour nous. Le sujet en fait, pour nous, c'est tout créateur doit pouvoir obtenir des conditions favorables de financement et notamment bancaires.
on peut financer avec ses fonds propres, on peut financer avec un petit crédit, avec un prêt à taux zéro, mais à un moment donné, il faut être en face d'une banque, parfois de plusieurs banques. Et là, il faut qu'on puisse avoir une passerelle et un appui pour discuter avec la banque, faire les bons choix. Aller voir, choisir son banquier, hein, la concurrence joue, il faut aussi qu'on ait des conseils en fonction de son secteur d'activité. Et puis, il faut à un moment donné avoir une garantie, parce que la banque, avant de s'engager, va demander à ce qu'il y ait une caution. Alors nous, on essaye de faire en sorte, notamment pour des personnes qui ont peu d'apport personnel au démarrage, hein, qui doivent s'endetter, c'est une vraie décision de s'endetter, on ne fait pas ça simplement, on le fait en lien avec son banquier, d'avoir une garantie. Et donc on a monté des fonds de garantie, notamment avec les régions, avec la région Sud en particulier, avec un soutien de l'État, avec l'Europe, qui nous permettent de cautionner parfois jusqu'à 80% du prêt. Et on a des accords avec tous nos partenaires bancaires, qui sont les actionnaires de nos sociétés de garantie, et qui nous permettent de faciliter l'accès à ce crédit dans des bonnes conditions. Alors c'est un peu technique, il faut qu'on puisse discuter avec le banquier, c'est du sérieux, et donc à un moment donné, il faut se pencher sur le dossier, rentrer dedans, et on parle d'égal à égal entre financeurs, et peut-être que madame, vous nous parlerez de votre relation avec votre banque, mais c'est indispensable dans la durée, hein. Il faut que ce soit construit, il faut que ce soit pérenne, il faut que tout soit dit, il faut que ce soit transparent et de bonne qualité. C'est notre apport. J'ajoute un petit élément de contexte très important pour nous, c'est qu'il y a cette croissance de la volonté de création d'entreprise. C'est là que je case mon concept d'entreprise engagée. Il y a un phénomène corollaire, c'est qu'en plus, dans ces nouveaux créateurs d'entreprises, l'envie de créer avec une dimension en plus, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit sociale, vous l'illustrerez parfaitement, avec ce côté d'innovation, de rendre service à son territoire, est de plus en plus forte, est en voie de généralisation. Et nous, c'est ça, côté France Active, qu'on essaye de soutenir. Alors avec la garantie, je l'ai dit, également avec des outils d'apport en fonds propres. Monsieur parlait d'investissement, de fonds d'investissement. Et donc on doit aussi développer des systèmes de fonds d'investissement, y compris pour des petits projets, mais qui méritent d'avoir des renforcements de fonds propres. C'est tout ça qu'on fait. Donc à la fois financier, avec les outils qui vont bien, accompagnateur, parce qu'on apporte du conseil, et puis mise en réseau, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup. Patricia, si vous pouvez vous expliquer ce qu'Initiative France fait au quotidien avec les entrepreneurs. Tout à fait. Alors moi je voudrais relever que ce qui est important quand on crée une entreprise, qu'on en reprend une ou qu'on souhaite la développer, il y a vraiment un duo qui est clé, c'est le financement et l'accompagnement. Et la vraie réussite, elle est quand on a effectivement les deux. Et donc le réseau Initiative France, c'est un réseau de proximité, puisqu'en fait, il y a 210 associations qui sont sur les territoires, au plus près donc, des porteurs de projets, des régions, des collectivités, des villes. Donc c'est au service de la dynamique entrepreneuriale des territoires et des créateurs. Et donc sur le financement, nous, on intervient sous forme de prêt d'honneur. Alors, le prêt d'honneur, en fait, c'est un prêt à la personne qui est accordé à taux zéro, donc l'ensemble est gratuit, et qui est accordé sans garantie. L'idée est de dire tout le monde doit pouvoir créer son entreprise, quelle que soit sa situation de départ. Donc, ce prêt d'honneur versé à la personne, il va avoir pour objectif soit de compléter son apport personnel, soit finalement de s'y substituer si quelqu'un n'a pas forcément les moyens. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse créer son entreprise, quelle que soit sa situation. Et en fait, il faut voir ça comme une sorte de porte d'entrée de l'ensemble de la palette de financement, puisque ce prêt d'honneur Initiative France, il va permettre de travailler après avec nos partenaires, donc BPI France, puisque du coup, on intervient aux côtés de BPI avec les prêts d'honneur création reprise, les prêts d'honneur renfort ou les prêts d'honneur solidaires. Et puis bien sûr avec les partenaires bancaires, parce que l'idée c'est qu'un prêt d'honneur initiative, ça fait effet de levier beaucoup plus facilement pour obtenir un prêt bancaire. Donc ça fait en général, en moyenne, le prêt d'honneur il est à peu près de 10 000 €, il peut monter jusqu'à 50 000, après on a des conditions particulières sur certains projets. Et ça va faire effet de levier, x8, x10, avec nos partenaires bancaires. Et puis, bien sûr, après, on fait jouer la garantie proposée par France Active. Donc, en fait, vous avez tout un écosystème qui va permettre d'accompagner cette création en financement. Et ce qui est clé, c'est l'accompagnement
Le risque pour un créateur, c'est de rester tout seul, de s'enfermer. Alors, c'est-à-dire que une fois que vous avez créé, c'est que le début de l'aventure. Hein. Donc, c'est bien, vous avez réussi à obtenir les financements, vous avez lancé, mais en fait, le plus dur reste à faire. Et l'idée des différents réseaux, hein, il y en a d'autres qui le font, mais en fait, c'est de ne pas rester seul. Et les Initiatives France, nous, on a un dispositif, c'est qu'on a un suivi régulier pendant les 3 premières années. Ce suivi peut aller jusqu'à un parrainage, un marrainage, c'est-à-dire vraiment d'avoir quelqu'un qui va apporter un regard extérieur à l'entreprise, aux dirigeants, attirer son attention sur des points particuliers, là où ils sont moins à l'aise, répondre à ces questions. Alors, c'est surtout pas de se substituer, mais c'est d'avoir quelqu'un qui est passé par là et qui va pouvoir conforter le projet de l'entreprise et rassurer l'entrepreneur ou la créatrice, parce que c'est pas facile et il faut surtout pas rester seul. Merci. Alors, je vais peut-être devancer une question de la salle, mais quand on est entrepreneur et que donc du coup on veut se faire accompagner, comment et où on prend contact avec les réseaux et lequel? Alors, je vous passe un peu la patate chaude, Denis et Patricia. Je réponds pour la partie BPI France. Il y a le site BPI France Création où du coup on va avoir l'annuaire des réseaux où vous allez trouver sur votre territoire toutes les associations qui peuvent vous accompagner. Mais peut-être que d'un point de vue plus pratique, je vous laisse répondre celui qui veut prendre la parole. Nous, c'est pareil, sur le site d'Initiative France, vous allez rentrer votre code postal, votre adresse, et vous allez on va vous orienter tout de suite sur l'association qui est la plus proche de chez vous pour vous accompagner, vous créer, et puis vous allez voir un petit peu. L'idée aussi, c'est de rentrer dans un système, de vous introduire dans le tissu économique local. Idem, site de France Active, le site de BPI référence tout le monde, souvent les sites des régions d'ailleurs, puisqu'on travaille tous avec les régions, donnent la liste des implantations. Quel que soit le réseau par lequel vous allez rentrer, on va vous donner accès à l'ensemble des offres des réseaux. Donc si un jour vous allez voir une plateforme du réseau de Patricia, au moment où on aura besoin d'une garantie, elle le renverra vers nous. De toute façon, les régions qui nous aident, qui nous financent et l'État nous demandent de travailler ensemble. Et donc, on a d'autres types de réseaux qui travaillent plutôt sur de l'accompagnement, sur du développement commercial. On les renverra vers eux, je pense à BGE, à quelques autres. Et donc, le sujet, c'est à un moment donné d'aller rencontrer l'un d'entre nous et puis de composer avec ce qu'on apporte chacun, le panel de soutien qui vous permettront de démarrer dans des bonnes conditions. Et puis si je voulais compléter, parce que finalement chacun va vous renvoyer sur nos sites finalement. Et la difficulté, c'est la somme d'informations que vous pouvez trouver un peu partout. Et donc on a nous travaillé avec les réseaux d'accompagnement, avec BPI, avec le ministère, on a travaillé avec les experts comptables. Et en fait on a créé quelque chose de tout bête que vous utilisez quand vous voyagez. On a créé le guide du routard, du financement en fait. Et donc, je ne vais pas vous en remettre un là chacun individuellement, mais je vous invite juste à aller sur le site des caisses d'épargne financement. Vous allez trouver ce guide du routard qui est mis gratuitement à votre disposition. Et dedans, vous allez retrouver en fait tous les réseaux d'accompagnement, toutes les aides auxquelles vous avez le droit au niveau des régions, au niveau du gouvernement, toute la manière de monter un business plan et la stratégie efficace. Finalement, comment je pars de zéro pour essayer de finir à une création qui soit la plus solide et la plus durable dans le temps. Voilà, donc on a vraiment voulu le faire, non pas avec une posture de banquier, mais avec un rôle de conseil, en se disant comment vous êtes, vous, créateur ou future créatrice, à rentrer dans cet univers de l'entrepreneuriat. Voilà. Je crois qu'on fonctionne à peu près tous pareil avec nos réseaux. Nous, notre réseau, c'est mon projet d'entreprise qui renvoie bien évidemment vers vos sites à vous. La facilité que vous avez aujourd'hui, c'est qu'on se parle tous, on parle tous le même langage et on arrive à ouvrir les uns après les autres toutes les portes. Nous, on a réussi à ouvrir 5000 portes encore cette année. Je crois qu'il y a vraiment un potentiel. Il y a de l'argent sur le marché. On a la chance de pouvoir démarrer avec ce prêt d'honneur et à partir de là, toutes les portes s'ouvrent. Donc je crois qu'il y a vraiment une possibilité aujourd'hui pour les gens qui ont de l'ambition, qui ont envie de travailler, de pouvoir démarrer dans une entreprise de façon pérenne avec des gens qui sont là pour vous conseiller. Merci beaucoup. Je voudrais juste insister sur quelque chose. On a parlé de prêt d'honneur, on a parlé de garantie, on a parlé de financement bancaire. Juste vérifier que ça soit bien clair pour vous, que en fait, vous avez accès à l'ensemble de cette offre et que c'est grâce au réseau d'accompagnement que vous allez pouvoir bénéficier de ces offres en étant suivi. Voilà, mais ça fera peut-être l'objet de questions par la suite. Ce que je propose, c'est qu'on écoute Donia, peut-être présenter votre entreprise et puis surtout, on est très impatient d'entendre votre parcours de la création jusqu'à aujourd'hui, les difficultés que vous avez rencontrées, s'il y a des clés pour nos entrepreneurs qui nous écoutent. Allez-y, je vous laisse la parole.
Déjà encore merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors nous, Meet My Mama, on existe maintenant depuis 4 ans et demi. Et à la base, c'était, pour revenir un peu sur l'historique, l'histoire de 3 personnes qui étaient passionnées et qui voulaient changer le monde, qui voulaient avoir un impact positif sur des femmes que nous on appelle des mamas. Et en fait, on a grandi avec des femmes qui avaient un talent pour la cuisine, mais qui malheureusement, quand elles ont grandi, n'ont pas pu exploiter ce talent. Et aujourd'hui, quand on parlait de cuisine, quand on allait dans de grands restaurants ou qu'on voyait à la télé des émissions culinaires, on ne voyait pas nos mamas, on ne voyait pas ces femmes. Et ce problème est trotté dans notre tête et nous a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les accompagner. Donc le premier conseil que je peux donner pour les entrepreneurs, c'est avant de vouloir créer une entreprise, c'est de trouver le problème que vous voulez résoudre. La solution, elle viendra par la suite, il y en aura peut-être plusieurs, mais le problème, il y en a un. Et c'est ce problème qui va vous guider. En anglais, on parle beaucoup du why. Donc si vous êtes un peu familier à l'environnement startup, vous allez peut-être entendre parler du why. Mais c'est un premier conseil. Avant de penser financement, c'est le problème. Ensuite, finalement, tous les 3, on s'est associés très rapidement avec ce problème en tête. On savait qu'on voulait monter une entreprise et gagner de l'argent. Qu'on se le dise aussi aujourd'hui, le but quand on monte une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Mais on savait qu'on voulait gagner de l'argent et avoir un impact positif. En France, en tout cas dans les années qui ont précédé, c'était peut-être un petit peu osé de se dire qu'on voulait gagner de l'argent et aider. Mais finalement, nous, on savait que c'était ce qu'on voulait faire et c'était très très clair. Et donc, on s'est tout naturellement tourné vers une structure hybride, puisqu'aujourd'hui, on a à la fois une entreprise, donc une SAS classique, et une association qui, à elle deux, porte la vision de rendre la société et l'industrie alimentaire beaucoup plus inclusive, beaucoup plus durable et beaucoup plus responsable. Et le problème qui était le gâchis de talent de ces femmes, le fait de ne pas les voir, de ne pas les entendre et ensuite de se dire que la cuisine du monde, finalement, elle était sous-représentée en France, on a essayé de trouver des solutions. Et on a testé plein de choses et on s'est concentré sur 2 activités principales, une activité de traiteur et une activité de formation. Et pendant 2 ans et demi même, entre 2018 et 2020, finalement, on n'est pas du tout allé chercher des financements. En fait, on s'est plutôt dit, le but, c'est d'abord déjà de tester le marché, ce que vous disiez tout à l'heure, d'essayer de comprendre, est-ce qu'il y a un marché déjà? Quelle est la grandeur du marché? C'est quoi les parts du marché que je peux prendre? Prouver que ce qu'on voulait faire, ça allait marcher, qu'on allait avoir à la fois des demandes de la part des mamas, de la part des clients. Et à partir du moment où, après 2 ans, on a vu que notre POC, entre guillemets, je vais utiliser des mots anglais, mais je vais aussi les traduire, notre MVP, qui en français, ça veut dire la V1, en fait, la V1 de votre projet. Pendant 2 ans, c'est ce qu'on a fait d'abord à 3. Puis ensuite, on a directement investi dans des ressources humaines qui, pour nous, étaient capitales, avec l'argent qu'on gagnait finalement de l'entreprise. Donc, c'est de l'autofinancement. On n'a pas demandé des financements, mais ce qu'on gagnait avec les entreprises d'un point de vue traiteur, on le réinvestissait en recrutant des personnes. Donc on a commencé à 3, puis à 4, puis à 6, puis à 10. Et pendant 2 ans, on était au four au moulin, comme on dit, à essayer de montrer tout ce que faisaient les mamas et surtout à permettre de faire vraiment rendre qualitatif notre produit qui était la partie traiteur avec des prestations traiteurs que les mamas organisaient. Et c'est après 2 ans et demi, en 2020, où on s'est dit, OK, ça fait 2 ans, on a prouvé le concept, on a beaucoup de clients qui viennent nous voir, on a beaucoup de mamas qui viennent nous voir. Maintenant, on va passer à l'échelle et on va essayer de justement trouver des financements pour nous permettre de recruter encore plus, d'aller encore plus loin et de pourquoi pas développer d'autres produits et d'autres villes. Et donc, on a commencé à se dire, avec qui on va aller, avec qui on va s'associer, entre guillemets, pour aller plus loin. Car quand on parle de financement, que ce soit public ou privé, il faut vous dire que c'est avec des personnes que vous allez continuer l'aventure. Et donc, c'est de bien prendre le temps de sélectionner les réseaux, les partenaires qui vont vous accompagner. Tout à l'heure, vous disiez que l'accompagnement, ça va avec le financement. C'est exactement ça. Ce n'est pas seulement de l'argent que vous allez demander, c'est de l'argent, mais aussi des conseils, du temps, de l'expertise. Et donc pendant 2 ans et demi, étant donné qu'on avait prouvé le concept, qu'on avait prouvé la qualité de nos services, il y a beaucoup de fonds d'investissement privés qui sont venus nous voir et qui nous ont dit voilà, ce que vous faites c'est génial, nous on veut vous financer. On a dû voir, je pense, plus d'une vingtaine de fonds impact, fonds classiques. Et pendant ces 2 ans et demi, on a pris le temps de discuter, de comprendre les personnes avec qui on parlait. On ne voyait pas seulement leur porte-monnaie, mais on voyait d'abord des personnes. Et on a essayé de se dire, est-ce que ces personnes, elles ont nos valeurs? Puisqu'une autre chose, quand vous allez entreprendre, vos valeurs, elles sont importantes à la fois pour vous, à la fois pour les équipes que vous allez recruter, mais aussi les personnes avec qui vous allez travailler. Et donc les valeurs, c'était primordial et c'est ça qui nous a fait prendre ce temps de bien choisir
les personnes avec qui on allait continuer la partie financement. Et 2020 est arrivé. Malheureusement, vous l'aviez vu, l'hôtellerie, mais l'événementiel en a pris un coup, la restauration en a pris un coup. Et donc, toutes nos activités ont été mises en suspens. Donc, on a dû être innovants et développer de nouvelles activités. Mais pour autant, nous, on savait où est-ce qu'on voulait aller, on avait notre vision, on avait notre mission. Et on s'est dit, il y a la crise, certes, mais le besoin en financement, il est encore plus important. Puisqu'on était 3, on était passé à quasiment 18 personnes. Et encore une fois, ces 18 personnes, au début, c'était vraiment de l'autofinancement. C'est ce qu'on gagnait, qu'on réinvestissait pour embaucher et payer les salaires de tout le monde. Et 2020, vous l'avez dit, notre banquier qui est devenu notre meilleur ami, puisqu'on était avec lui au téléphone quasiment tous les jours. Et ça, c'est un autre conseil. Choisissez bien votre banquier. Nous, à la base, on était allés, encore une fois, à 3 personnes qui n'avaient ni Love Money, ni Business Angel, ni fonds propres, ni famille pour soutenir, mais juste, encore une fois, un why. On est allé voir la première agence BNP qu'on a vue à Place de Clichy, et puis on s'est dit, voilà, on veut ouvrir notre entreprise. Voilà, on a 200 € chacun pour ouvrir notre capital. Vraiment, c'est parti de là, sans argent, sans personne derrière nous pour entre guillemets nous soutenir ou autre. On était tous les 3 au chômage en fin d'études, donc on n'avait clairement pas l'argent pour investir, mais cette volonté et l'envie de bien faire. Et la banque a été vraiment un soutien clé. Et je vous conseille aussi, si vous voulez entreprendre et avoir une entreprise sociale ou une entreprise à impact, de bien choisir les banques, puisque toutes les banques n'ont pas forcément, et c'est pas grave, mais elles n'ont pas forcément toutes les compétences pour accompagner tous les profils d'entrepreneurs. Donc nous, on a eu une première banque, puis après, on s'est dit que le conseiller n'était pas forcément, les compétences qu'elle avait, elles ne répondaient pas forcément à nos besoins. Et donc, petit à petit, on nous a aiguillé vers un centre vraiment dédié aux entrepreneurs sociaux. Donc, c'est ce qu'on va faire là pour la prochaine étape. Et en fonction aussi de votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes interlocuteurs. Donc, si vous changez, c'est pas grave, au contraire. Mais c'est de continuer à avoir une très bonne relation, puisque en temps de crise, votre banquier, encore une fois, c'est votre meilleur ami. Et en 2020, on a commencé les discussions. En parallèle, on avait des fonds qui nous ont approchés. Et c'est après 2 ans et demi de dur labeur avec nos équipes qu'on a levé des fonds pour la première fois sur la partie SAS. On a levé des fonds avec un family office. Donc, en français, un family office, c'est majoritairement des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent par leur entreprise ou de façon autre, en tout cas principalement par leur entreprise, et qui décident de réinvestir. Et là, la personne qu'on avait rencontrée, c'était un entrepreneur qui avait un succès, qui avait gagné beaucoup d'argent et qui voulait lui aussi entreprendre à sa façon en accompagnant des entrepreneurs à impact. 2 ans et demi, pourquoi ? Parce qu'avec cette personne, on a parlé quelques mois, mais on avait les mêmes valeurs, encore une fois. C'est vraiment ça qui a fait qu'on a choisi cette personne. Elle a investi d'abord 1 million, et en parallèle, on a eu un autre fonds à impact qui nous a approchés et avec qui on a pu lever 500 000 €. Donc pour la première levée de fonds, on a levé 1,5 million. Et à partir de là, la crise est arrivée. On a sollicité notre banque et on a pu avoir le PGE. Donc c'est des plans qui ont été mis pendant la crise pour permettre aux entrepreneurs qui avaient commencé et qui étaient dans des situations un peu plus compliquées du fait de la crise, de finalement combler le manque que vous aviez en vous prêtant de l'argent. Mais dites-vous aussi qu'en tant qu'entreprise, vous avez des prêts garantis par l'État, il y a des assurances qui sont là pour aussi vous aider. On a également fait un prêt d'honneur. Donc, tout à l'heure, on parlait des prêts d'honneur. Et ça, on l'a fait la 2e année avec le réseau Entreprendre. Encore une fois, la force des réseaux. En tant qu'entrepreneur, vous devez, vous, aller chercher l'information. Oui, l'information peut venir à vous, mais c'est aussi à vous de la chercher, d'aller à des événements, de rencontrer d'autres personnes, de parler de vos problématiques pour qu'on puisse après vous aider aussi. Et quand on a fait cette levée de fonds, les 1,5 million, on avait pour objectif de consolider notre activité, continuer à recruter et se déployer. Et on avait aussi l'envie de permettre à nos mamas de devenir aussi actionnaires, puisqu'encore une fois, on est dans une vision collective et on voulait aussi permettre à nos bénéficiaires finalement d'être partie prenante de l'aventure. Et on a fait ce qui s'appelle du crowd equity. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, mais en fait, ça veut dire que tout le monde ici a pu investir dans une plateforme qui s'appelle Lita et qui permet à des personnes comme vous d'investir dans des entreprises à impact. Et les mamas ont pu, avec 100 € devenir actionnaires de Meet My Mama. Et donc, grâce à ça, on a pu lever 300 000. Donc, en tout, on a levé 1,8 million sur la SAS.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi une association et le but de l'association, c'est de former les femmes. Et pareil, quand on a commencé, ce qu'on gagnait du traiteur, on le réinvestissait dans les formations des mamas. Et puis progressivement, on a eu des fondations d'entreprises qui sont venues nous voir en nous disant votre formation qui est de qualité a l'air de très bien fonctionner. Et nous, on veut vous accompagner à aller plus loin. Et donc, on a eu des dons et des subventions privées pour pouvoir financer la formation. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de continuer à grandir et de maintenant s'atteler au financement public avec notamment les régions. Donc là, c'est un peu notre prochaine étape dans le développement de Meet My Mama. Mais pour vous dire aussi qu'il n'y a pas un schéma pour se financer, il n'y a pas une façon de faire. La preuve, les financements publics de la région, etc., c'est qu'aujourd'hui, finalement, où on va s'y atteler. Et que quand vous lancez votre entreprise, oui, l'argent est important, mais déjà prouver le concept avant de vouloir avoir X millions d'euros. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent si on n'a pas de why, on n'a pas de stratégie pour répondre à un besoin. Vraiment, ça ne sert à rien. Venez avec un problème et pas une solution. Et votre banquier et vos partenaires, s'ils voient le problème, s'ils comprennent que ce problème, oui, il faut le résoudre, vous allez vraiment beaucoup plus rassembler que plutôt venir avec une solution sans finalement revenir au cœur du problème. Si je peux rebondir sur ce que tu as dit, je crois que cette crise a révélé qu'on ne fait plus du business comme avant. Le business a complètement changé. Aujourd'hui, on a tous paniqué, on s'est trouvé face à cette crise. Il a fallu réagir, que ce soit les politiques avec les régions, que ce soit les partenaires financiers, que ce soit les réseaux. Et trouver de l'argent, tu l'as dit, aujourd'hui, c'est pas la vraie problématique. La vraie problématique, c'est avoir l'idée et surtout être en phase avec les gens avec qui on travaille. Et je crois que la BPI, à ce niveau, a fait un travail formidable. La caravane qu'ils ont fait cet été à travers toute la France a ouvert les yeux à beaucoup de jeunes. Oui, c'est possible. Oui, on peut accélérer. Oui, on peut le faire. J'étais hier sur une séquence pas loin de ma commune avec la région, puisqu'on développe les drones. Là, pareil, dans le milieu des drones, il y a tout un tas de jeunes créateurs qui ont des idées fantastiques, qui aujourd'hui ouvrent les yeux à la défense. Et la défense est en train de prendre conscience qu'il y a des jeunes qui sont capables de leur apporter un savoir-faire qu'eux, aujourd'hui, ne sont plus capables de développer. Et à partir de là, il y a toutes les banques et tous les fonds qui tapent à votre porte et tout devient possible. En tout cas, merci pour ce magnifique témoignage. Merci, et j'avais juste rajouté quelque chose qui vous concernait, mais nous arrivons à Marseille à la fin de l'année. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Je suis déjà prêt à goûter tous les plats des mamas. C'est parti. C'est super, merci. Patricia, vous voulez rebondir ? Oui, moi je voulais rebondir aussi parce que l'exemple là que tu donnais, moi je le trouve extrêmement révélateur des tendances que l'on a vues effectivement cette année. Il faut quand même savoir qu'il n'y a pas eu une baisse drastique des créations l'année dernière. Il y a eu toujours des envies. Alors évidemment, cette année c'est reparti. Alors on voit des dynamiques à la fois dans les jeunes générations, on voit aussi beaucoup de volonté de nouveaux parcours professionnels. Des gens qui ont 45 ans, qui changent complètement de job, qui veulent faire autre chose, qui veulent aller dans d'autres territoires. Et donc il y a une vraie tendance, moi je trouve, sur le développement sur tous les territoires ruraux. Et puis dans les typologies d'entreprises, parce que alors là, il y avait une idée qui était claire, il y avait un besoin qui était clair, et il y a des fois, on voit des entrepreneurs qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas une idée géniale comme ça tous les matins en me levant. » Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est quand même, quelle que soit l'activité, il y a une utilité sociale dans les métiers les plus classiques. Quand on ouvre ou qu'on réouvre une boulangerie dans un village, il y a une utilité sociale et sociétale qui est dingue. Quand on réouvre un café, c'est pareil. Donc moi, je crois beaucoup, il y a l'innovation dans les solutions qu'on peut apporter, mais aussi les solutions et la dynamisation qu'on apporte sur les territoires. Et ça, c'est important parce que ça correspond certainement à beaucoup plus de personnes. Et dedans, tout le monde y met toujours une petite touche personnelle qui va apporter quelque chose et qui va faire une différenciation. Et c'est ça que nous, on va remarquer quand on va accueillir les porteurs de projets. C'est qu'il y ait la vraie adéquation entre l'activité, quelle qu'elle soit, et le porteur ou la porteuse de projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que ça matche bien et que ça va apporter un service, une solution sur un territoire donné. Ce ne sera pas forcément le même ailleurs, mais donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des activités, même très classiques, parce qu'elles ont une utilité sur un territoire. Merci, merci beaucoup. Donia, peut-être quelques questions avant de passer sur les enjeux en fait, de ces jeunes entreprises, soit jeunes entreprises déjà créées, soit entreprises en création. Vous l'avez dit, votre enjeu c'est le financement des régions. Mais en termes de stratégie, d'enjeux identifiés, qu'est-ce que vous avez comme sur votre plan de route ?
Aujourd'hui, un des enjeux, c'est de continuer à développer l'entreprise. Aujourd'hui, on est principalement à Paris, région parisienne, essayer d'aller justement dans d'autres régions de France et ensuite à l'international. Donc là, la première ville, a priori, ça sera Marseille. Un autre enjeu, c'est aussi de répondre à la forte demande qu'on a aujourd'hui des mamas. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 mamas en même pas 6 mois qui nous ont contactés pour pouvoir devenir mamas. Malheureusement, on n'a pas encore toutes les ressources pour pouvoir toutes les former, puisque la particularité de ce qu'on fait, un peu comme un incubateur où on les accompagne, on les forme au travers de la Mama Academy à devenir chef traiteur, on leur trouve des opportunités business. Puisqu'encore une fois, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et quand on entreprend, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent. Les mamas, quand elles sont formées et qu'elles deviennent chefs d'entreprise, traiteurs, ce qu'elles veulent, c'est gagner de l'argent. Et donc, la valeur ajoutée, c'est qu'on propose des opportunités business. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller former sans trouver des opportunités business. Et donc, finalement, on a besoin d'avoir des fonds à la fois pour développer l'entreprise, développer tous les outils qu'on a en interne pour avoir de plus en plus de clients et créer de plus en plus de belles expériences traiteurs, mais aussi beaucoup d'argent pour pouvoir former les mamas, puisqu'encore une fois, on a des centaines de mamas chaque semaine qui nous contactent de partout en France et on se retrouve frustrés parce qu'on n'a pas les moyens de les accompagner partout. Donc c'est principalement nos deux enjeux du moment. Merci. Et sur la remarque de Marc, des difficultés à venir sur les approvisionnements, alors on le voit dans certains secteurs depuis un moment, là on est en train de voir que ça va être aussi sur l'habillement, sur de nouveaux pans d'activité. Est-ce que, et puis la difficulté aussi de retrouver des salariés compétents sur les postes, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous rencontrez ? Alors aujourd'hui, j'avoue qu'on a beaucoup de chance puisqu'on a beaucoup de monde qui postule. Donc finalement, pour trouver les bonnes personnes, c'est difficile parce qu'encore une fois, il faut bien cerner la personne, bien comprendre ce qu'elle a envie de faire, où est-ce qu'elle a envie, jusqu'où elle est prête à aller. Donc ça, cette partie, elle est difficile. Après, encore une fois, tout dépend de votre vision aussi RH. Nous, on est très ouverts et ce qui compte, c'est les valeurs, la vision, ce qu'a envie d'apporter la personne et comment elle a envie de porter le projet. Oui, donc c'est principalement ça. Mais aujourd'hui, on est confiant. C'est pas le manque de ressources qui nous fait peur. En tout cas, on a quand même beaucoup de personnes qui postulent. Après, le but, encore une fois, c'est de continuer à croître, à se développer. Quand on fait face à une forte croissance et que tout vient en même temps, forcément, il y a plein de chantiers en même temps. Donc, c'est aussi réussir à bien tout prioriser. Mais c'est surtout à avoir les bonnes personnes et les bons financements, que ce soit public, privé, pour pouvoir pallier à toutes nos problématiques. Merci. Alors, juste, je voulais relever qu'il y a des difficultés d'approvisionnement, mais aussi que ces difficultés, c'est une formidable opportunité d'entreprendre. Parce que quand on voit, nous, Initiative France, c'est des opportunités de relocalisation. Nous, on a accompagné, je prends un exemple, sur tous ceux qui ont relocalisé la fabrication de jeans made in France. 1083, Dao Devi, Toffery. Ils sont passés par là, par ces étapes-là, et finalement tout ça, c'est des démarches qui sont autant d'opportunités pour entreprendre dans tous les secteurs, dans l'habillement et y compris dans l'industrie, parce qu'il y a toujours cette notion de circuit court. Je pense notamment à un entrepreneur qu'on a labellisé Initiative Remarquable, qui se trouve à La Réunion. Il est dans une activité mais hyper classique de sous-traitance, sauf qu'il n'y a rien sur place et que le bilan carbone de faire venir une pièce de métropole n'a absolument aucun intérêt. Et donc, il a créé son entreprise pour servir son territoire dans une activité extrêmement classique. Donc tout ça, pour moi, ce sont des opportunités de création d'entreprise. Alors allez-y. Et c'est là où les régions ont leur rôle à jouer en relocalisant les entreprises, en apportant les fonds nécessaires pour que les gens puissent s'approvisionner sur place. Aujourd'hui, on voit que le secteur du bâtiment est grandement touché et je crois que là, on a tous un rôle à jouer. Cette relocalisation est capitale. On a eu trop tendance à délocaliser. Aujourd'hui, on en paye le prix cher. Donc là, on est aujourd'hui, c'est ce que je disais, le business aujourd'hui, c'est pas le même que ce qu'on a connu. Il faut vraiment repositionner les choses. Alors relocalisation, circuit court, est-ce que justement c'est pas un moyen de répondre aux enjeux climatiques à venir sur la création d'entreprises? Est-ce que peut-être Denis, si vous voulez en dire un mot déjà sur ces fameux enjeux? Ouais, un petit enjeu avant de parler de climat avec un très bel exemple, monsieur, de votre région, alors côté Nice, qu'on a financé la semaine dernière, autour justement des matériaux de construction, très innovants. Un petit enjeu, Dounia me fait réagir, la création c'est important. Il ne faut pas rater la création, il faut trouver les bonnes personnes, le bon financement mais avec la bonne personne à côté, c'est ça le sujet. Puis il faut trouver les bonnes personnes avec qui entreprendre, donc là 3 personnes. Et puis 3 ans après, 4 ans après, quand on a eu des épreuves, chacun a son parcours personnel. Il faut passer un nouveau seuil. Est-ce qu'on est sûr
que le trio, en l'occurrence, fonctionne bien. Faire rentrer des nouveaux actionnaires, aller chercher de l'argent, est-ce que ça ne va pas déstabiliser le modèle? Donc, être très vigilant sur ces passages de seuil. A fortiori en période de forte croissance, mais tout simplement quand on change de nature parce qu'on va mettre un nouveau site en place. D'un seul coup, l'entreprise n'est plus la même. Et il faut bien avoir en tête que la manière dont on va recomposer en interne et dont on va recomposer en externe les financements va avoir un impact important. Donc être très vigilant là-dessus, c'est pas la peine qu'on se décarcasse tous à appuyer l'énergie de tous ces créatrices, tous ces créateurs, si 3 ans après, on rate une marche. Un petit détail fait tout écrouler. Donc la question de l'accompagnement dans la durée et la question de pouvoir réintervenir sous forme d'investissement, de prêts participatifs pour ce qui nous concerne est fondamentale. Après, je ne reviens pas sur tout ce qui vient d'être dit, sur les enjeux climatiques. Je crois qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui entreprennent, peut-être plus que ma génération à moi, pour eux, c'est une évidence. On ne va pas entreprendre aujourd'hui avec un modèle hyper carboné, voilà, qui va chercher des composants n'importe où dans le monde. La demande de la clientèle aujourd'hui, c'est d'avoir de la traçabilité. Donc aujourd'hui, tous les nouveaux entrepreneurs qu'on voit arriver ont cette préoccupation. Notre responsabilité, c'est de leur apporter le petit plus, parce que parfois, ça veut dire un peu plus d'investissement. Ça coûte un petit peu plus cher que d'investir au rabais, on va dire. Et donc, c'est de bien être à l'écoute de ces enjeux-là. On a parlé des circuits courts, on a parlé... voilà. L'exemple intéressant de la région Sud, on vient de dire OK sur un prêt participatif à 200 000 € pour une belle boîte qui a travaillé avec l'ADEME en amont sur de la fabrication de briques en terre. Et donc on est en bascule là sur de l'industriel. C'est 20, 30, 40 emplois derrière. Et on sait que le secteur de la construction, il ne faut pas arriver trop tôt, sinon on est un peu tout seul. Il ne faut pas arriver trop tard non plus, sinon les gros s'y mettent. Il faut arriver au bon moment. Mais aujourd'hui, bien se poser la question par rapport à tous ces enjeux, notamment climatiques. Est-ce qu'on est au bon moment, ou sociaux? Est-ce qu'on est au bon moment? Est-ce qu'on va rencontrer un marché, une demande? Et aujourd'hui, voilà, nous on a, monsieur le disait, des sous, on en a. Des investisseurs, des épargnants qui épargnent et qui confient de l'argent à France Active, on en a beaucoup, à condition que ce soit orienté vers des projets qui ont du sens, qui apportent des services au territoire. Et donc c'est cette rencontre-là qu'on va essayer de produire avec vous. Très bien, merci. Est-ce que, Marc, sur cette question des enjeux, vous voulez intervenir ? En fait, le banquier, il est partenaire du créateur et il accompagne l'évolution sociétale. Donc, sur la création d'entreprise, on le voit par la transformation finalement du mode d'accès au travail. Il y a de plus en plus de créateurs qui sont sur de la freelance et qui sont sur des domaines finalement d'une forme de travail différente. Donc, on abandonne un peu le CDI pour trouver une autre forme d'entrepreneuriat. Donc, on l'accompagne sur un plan sociétal. Et puis il y a les enjeux sociétaux. Alors la santé, on en a parlé avec la Covid, mais au-delà de la santé, il y a le climat. Et tout le monde est en train de prendre conscience que ce qu'on a pu faire depuis 20 ou 30 ans n'est pas bon pour le développement du futur. Et donc on est en train d'intégrer, nous, dans le domaine bancaire, comment on accompagne cette transformation sociétale. Et donc comment on met des financements dédiés finalement à ce qu'on appelle l'univers du green. Alors le green, vous allez me dire c'est quoi? Eh ben, ça peut être quelqu'un qui a un bâtiment, c'est comment j'aide à le rénover pour qu'il soit moins consommateur ou moins énergivore. C'est comment je transforme ma production d'électricité pour être un peu plus autonome ou en tout cas utiliser l'énergie renouvelable. C'est comment je transforme mon outil de production pour l'amener sur une logique un peu plus éco-responsable. Alors on pense souvent à l'agriculture ou la viticulture avec le bio, mais ça se voit dans n'importe quelle industrie au final. Et puis il y a ce qu'on appelle nous aussi la mobilité verte. Alors ça ne parle pas toujours à quelqu'un, on se dit oh, la mobilité verte, ok, il va vouloir me parler d'un véhicule électrique et on arrête les énergies fossiles. En fait, on se rend compte que n'importe quel créateur demain peut être concerné par la mobilité verte en fonction du lieu où vous habitez, puisque les territoires développent des zones à faible émission de mobilité. C'est quoi ces zones à faible émission de mobilité? C'est l'interdiction de circulation si vous avez un véhicule de type de niveau de consommation énergétique trop forte. Et donc demain, imaginez que vous êtes en train, sur un business model, faire de la livraison. Vous vous retrouvez sur une zone d'émission à faible et que vous êtes avec un véhicule qui dégage beaucoup de pollution. Eh bien, on va vous arbitrer en ne vous choisissant pas parce que vous ne serez pas autorisé à circuler. Et donc, la logique d'accompagnement d'un banquier, c'est de comprendre votre business model, le why, parce que si on comprend le why, on est rassuré. Et clairement, on ne finance que quand on comprend le why. Il faut être clair par rapport à ça. Et après, c'est de vous conseiller, de vous aider et de vous ouvrir les yeux sur les enjeux de votre propre modèle économique. L'exemple de quelqu'un qui fonctionne très bien et qui fait de la livraison, si demain il n'a pas compris que l'entreprise qui livre
elle n'ira choisir que des gens qui ne viennent pas alourdir sa charge carbone, donc en clair des gens qui ne polluent pas, eh bien vous aurez le plus beau business model, vous serez arbitré au profit de ces gens-là qui auront compris. Donc la mobilité verte, c'est un enjeu très fort dans le domaine bancaire, d'accompagnement. Il faut que vous l'intégriez vous dans vos projections, et c'est pas à 5 ans, puisque en fait cet enjeu de mobilité verte, il est maintenant. On a 4 grandes régions en France, il y a 7 nouveaux territoires qui vont se transformer. On parle de Paris, du Grand Paris, mais toutes les grandes métropoles françaises rentrent en 2021-2022 sur ces zones, et donc c'est des enjeux que vous devez prendre en compte. Alors un banquier, il prête. Mais pour prêter, il doit collecter. On a aussi nos contraintes en tant que banquier. C'est-à-dire que quand moi je donne 100 euros de crédit, il faut que j'ai au moins 8 euros de fonds propres. Les fonds propres, c'est quoi? C'est l'épargne en fait. Et donc tout notre enjeu en tant que banquier, c'est de développer des produits d'épargne verts qui va nous permettre de les flécher sur nos financements verts. Et donc notre enjeu, nous, de transformation sociétale de la banque, c'est d'épargner vert, donc de collecter de l'argent sur des financements qu'on va pouvoir prêter en vert. Voilà. Donc l'enjeu climatique, il est au cœur de notre business stratégique, il est au cœur des 15 années à venir pour nous. Je vois que je descends tout seul, je ne sais pas pourquoi. On est en train de me boycotter mon siège. C'est pas sympa, Denis. En fait, je dois être trop long, c'est pour ça, Hélène. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire qu'on l'intègre, on met des financements avec et on flèche l'épargne pour vous permettre de vous accompagner sur ce développement. Merci beaucoup. Alors peut-être avant de passer la question à la salle, Patricia et François, si vous voulez intervenir. Oui, juste un exemple. Nous, on part du principe que, quelle que soit l'activité de l'entreprise, sa taille, etc., on peut tous faire des gains pour contribuer à relever les enjeux de la transition écologique, sociale et sociétale, parce que c'est quand même un tout. Et donc, nous, on a développé des outils assez pratico-pratiques avec l'ADEME, qui sont, où on va examiner, dès la création d'entreprise, en fait, très simple, tous les gains qu'on peut faire et tous les efforts au niveau des matières premières, au niveau du process de transformation, au niveau du process de livraison, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de prendre ce réflexe-là dès la création d'entreprise et de partir sur un système auto-améliorant. Donc, on a des outils, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on accompagne la formation. Et donc, on a également développé des formations avec l'ADEME pour accompagner et former tous nos accompagnateurs, parce que c'est des enjeux qui sont nouveaux, qui ne sont pas forcément bien compris. Et donc, il faut aussi que tout le monde monte en compétences, et c'est important de développer ça. Et pour mettre un petit peu en avant les belles initiatives, donc nous, on a un label qui s'appelle Initiative Remarquable, et qui va distinguer en fait les entreprises qui, pour nous, sont un peu exemplaires. Et donc, c'est toujours l'effet de rôle modèle, d'inspirer d'autres acteurs. Soit en impact territorial, et donc là du coup le rôle très fort sur l'ancrage avec les régions, le territoire entrepreneurial, économique local, le lien social ou sociétal, je disais, sur des redynamisations, et environnementales, parce qu'évidemment moi je pense à des entreprises comme Filage qui a recréé les pailles très locales, avec le seigle de son père qui était agriculteur. Voilà. Donc on a énormément d'exemples comme ça. Et effectivement, on voit que c'est une tendance générale, mais il faut aussi l'accompagner, et c'est le rôle des réseaux d'aller un cran plus loin avec les entrepreneurs. Je crois qu'on l'a tous dit, il ne peut pas y avoir de relance utile sans une dimension verte, et j'ai envie d'ajouter bleue pour chez nous. En tout cas, merci à tous pour les gentils mots que vous avez eus pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est vrai qu'on est leader dans beaucoup de domaines, et je crois que Renaud Muselier avait une idée géniale en 2018 quand il a créé la COP d'avance. La COP d'avance, c'est un tiers du budget régional, où on commençait déjà à s'intéresser à tous les enjeux de demain à travers le climat. Tout ça, aujourd'hui, il faut encore l'accélérer. Et je crois qu'on dit tous la même chose. Là, c'est encore les réseaux. Quand on retrouve l'ADEME, la BPI, l'Institut national de l'économie circulaire, on retrouve les mêmes avec la volonté de cet enjeu de demain, le climat. Et nous aussi, on va mettre des moyens supplémentaires à travers des dispositifs, l'accélérateur de transition écologique, la montée en gamme de l'hôtellerie et les labels verts, l'écologie industrielle et territoriale. Je crois que on est tous sur la même lignée. Et si demain vous devez monter une entreprise, et si vous voulez intéresser tous ces financeurs, il faut bien avoir en tête l'enjeu de demain, cet enjeu climatique qui va vous ouvrir toutes les portes. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui fera la différence dans votre projet, c'est cette vision verte. Merci beaucoup. Alors, on a déjà une question.
Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. Moi, j'ai une question sur la relocalisation, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'innovation ou de green, et on ne parle pas beaucoup de Made in France. J'ai personnellement créé mon entreprise il y a quelques mois. Je fabrique en France et je source en France. Et je me rends compte qu'il n'existe aucune aide, notamment dans les régions, pour des gens qui décident de reproduire en France. Et du coup, voilà, je voudrais savoir s'il y a des avancées dans ce domaine. Déjà, je ne sais pas dans quelle région vous vous situez. Vous avez un magnifique masque vert, ça vous aide. Mais je pense qu'en Rhône-Alpes, il y a quand même des process pour tout ce qui est relocalisation. Alors, en tout cas, en région sud, il y en a. Donc, si vous voulez venir vous installer en région sud, n'hésitez pas. Après cette émission, venez me voir et je vous donnerai quelques petits conseils pour obtenir des financements. Je pense qu'avec France Active, c'est pareil. Nous, on a énormément de projets qui sont créés autour de cette relocalisation. Donc en fait, la création, oui, non, mais on est d'accord. C'est vraiment de la création locale. Et donc nous, je pense que c'est à peu près 20% des projets en fait qu'on accompagne en création et en reprise. Il y a les deux aspects sur le développement de la fabrication en France. Ça, il y en a énormément, oui. Après, il faut voir l'échelle de financement, mais là, j'imagine que les banquiers accompagnent aussi très fortement cette dynamique. Allô ? Oui. Bonjour, je m'appelle Thibaut Arthur, je viens aussi de la plus belle et la plus ensoleillée des régions qui s'appelle la Bretagne. Et j'avais une question parce que moi je lance un produit intelligent de création de business plan pour faire gagner du temps aux entrepreneurs. Et souvent, moi ça fait 10 ans que j'entreprends, le financement ça prend énormément de temps. Et souvent on a du mal à avoir la légitimité de tous les acteurs à nous proposer des financements, à nous aider. Et en tant qu'entrepreneur, on doit passer de notre temps à recruter, à vendre, parce que, mine de rien, c'est la clé. Hein. Beaucoup de personnes vous disent « trouvez votre pourquoi et trouvez votre raison d'être », mais c'est surtout trouver votre marché sur lequel vous êtes légitime. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que vous pouvez, vous, devenir plus visible pour dire combien de temps ça prend de passer par vos process, combien de temps ça prend d'obtenir des subventions, donc combien de temps les entrepreneurs doivent passer sur la partie levée de fonds par rapport à la partie création de business. Oui, je vais me lancer, mais c'est une question parfaitement légitime et je peux vous donner qu'une moyenne parce qu'en fait les gens qui viennent nous voir sont à des stades de réflexion sur leur projet extrêmement divers. Alors moi je comprends que vous êtes vous avez plutôt pris les choses dans le bon sens puisque vous avez déjà testé le marché, etc. En moyenne, pour obtenir un financement de quelques dizaines de milliers d'euros chez nous, il faut une bonne dizaine d'heures de travail. Alors ça peut passer par du face-à-face, ça peut passer par de la réunion collective, en fonction du stade où vous en êtes. Et puis de plus en plus, on a développé un gros système d'information de manière à ce que l'essentiel, on va dire, de ce qui est le moins intéressant dans la rencontre puisse se faire de manière dématérialisée. Donc on essaie de faire en sorte que l'ensemble des pièces à télécharger, des éléments qui nous sont indispensables, nous, pour sécuriser les financements, puissent se faire tranquillement au fil de l'eau par ce qu'on a appelé l'appli by France Active, de manière à ce que le temps que vous allez passer avec nous soit le plus productif possible, qu'on soit vraiment dans du temps d'échange, d'expertise. Voilà. Donc je dis une dizaine d'heures sur un projet simple qui est déjà bien bouclé et avec une banque qui nous l'envoie, c'est 1h30 qu'on passe. On a des comités toutes les semaines, voilà, donc ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Si ça prend plus de temps, ça signifie qu'il y a sans doute plus de choses à challenger. Ça nous arrive régulièrement de renvoyer vers un accompagnateur qui va plus travailler sur l'amont, sur le positionnement commercial, qui n'est pas notre sujet. Donc là aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cet effet de réseau qui peut paraître rébarbatif, mais qui fait que on va se renvoyer l'entrepreneur le plus possible vers celui d'entre nous qui nous semble le plus adapté. Voilà. Et puis on essaye de s'améliorer. Voilà. Effectivement, je peux peut-être rajouter qu'en fait, ce qui est important, c'est que nous, on va accorder le financement quand on est sûr que le projet est mûr, parce que c'est c'est vraiment la réussite. Nous, on a un taux de pérennité des projets à 9 sur 10. Donc en fait, c'est ça qui est clé, c'est qu'en fait, nous, on va dire oui quand on pense qu'on a fait le tour des enjeux qu'il y avait à identifier.
Et après, c'est très rapide en fait. Les comités d'engagement, ça peut se débloquer en moins d'un mois avec l'ensemble des partenaires. Donc c'est le temps de maturation. Tout dépend au stade auquel vous venez nous voir et à quel stade est votre projet. Mais une fois que nous on a dit oui, ça va très vite derrière. Et niveau banquier, c'est pareil. À partir du moment où vous avez obtenu le prêt d'honneur, la banque derrière met son financement complémentaire. Et dans le mois qui se suit, les choses sont débloquées avec les fonds sur vos comptes. Donc le délai est assez court une fois que le projet est suffisamment bien maturé finalement. Donc ça dépend où vous en êtes dans votre business model et dans sa définition. Voilà. Mais dès que vous avez vu le réseau d'accompagnement, que vous avez obtenu les prêts d'honneur ou la garantie, la banque derrière dans le mois qui suit, ou de manière concomitante, vous avez les fonds qui sont débloqués, puisque nous ce qu'on regarde, c'est qu'on a 4 projets sur 5 accompagné par quel que soit le réseau, qui est pérenne au-delà de 3 ans de vie de l'entreprise. Et donc c'est un gage pour la banque de pérennité de l'entreprise. Et donc comme nous, l'argent qu'on prête, c'est celui que vous nous avez donné en épargne, donc c'est pas le nôtre, mais on est très regardant à ce que la pérennité de l'entreprise soit la plus longue possible. Donc dès qu'on a des réseaux qui vous accompagnent en prêt d'honneur, la banque ouvre très facilement ses chakras, on va le dire comme ça, pour vous accompagner sur la durée. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais parler du côté des banques. Je me suis rendu compte en fait que quand on est une femme entrepreneur, il est très difficile de se rapprocher d'une banque qui prenne au sérieux nos projets et remettre forcément en question ce qu'on fait sans nous donner des pistes d'amélioration ou encore nous donner des conseils farfelus en disant reprenez un CDI pour retravailler pour quelqu'un. Et je trouve que c'est dommage parce que ça limite certaines femmes à vraiment se lancer. Merci. Je vais juste, avant de passer la parole à Marc, en fait, effectivement, on est très investis tous ensemble sur le sujet. Il y a eu un accord cadre qui a été signé au niveau national avec le ministère chargé de l'égalité femmes et hommes, avec la Caisse d'épargne, avec la BNP et sur les territoires, avec les régions et avec l'ensemble de l'écosystème, donc les réseaux ici présents et plein d'autres. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille et je vais passer la parole à Marc. Voilà, donc Hélène l'a dit, voilà, il y a 2 grands réseaux bancaires qui ont décidé d'accompagner l'entrepreneuriat au féminin. Donc nous, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne l'entrepreneuriat au féminin. On a signé un premier accord avec le gouvernement. Là, on a fait une charte cette année. L'objectif, c'est d'amener 40% des entrepreneurs, vous soyez des femmes. Voilà. Aujourd'hui, on est plus proche du 1/3. Et nous, quand on regarde ce que l'on fait aujourd'hui sur les créatrices d'entreprises, on a 36% de créatrices d'entreprises dans nos résultats de 2020. Et on travaille à cette ambition d'être à 40% dès 2022. Donc voilà. On a aussi des réseaux d'accompagnement dédiés aux femmes, voilà, qui prennent en compte certaines spécificités. Donc je ne vais pas les citer forcément, mais vous avez des réseaux spécialisés également pour les femmes entrepreneurs, voilà, qui savent aussi vous accompagner dans l'orientation, dans la bonne compréhension et enlever finalement ce que certaines personnes ont, qui est le diktat de se dire parce que je suis une femme, je vais être discriminée. Il n'y a pas de discrimination. Aujourd'hui, quand j'analyse nos chiffres d'accords de financement, nous avons le même taux d'accord de financement qu'on soit un homme ou une femme. Donc on a 0 discrimination par le sexe. La discrimination, c'est la qualité du projet, c'est la pérennité de ce que vous allez vendre. Voilà. Donc vous avez 2 grands réseaux qui sont engagés pour vous accompagner en tant que femme entrepreneur. Puis peut-être juste un mot de France Active qui est très engagée sur le sujet, comme sur d'autres. On est à 50%. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Non, c'est une vraie préoccupation. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas évacuer le sujet en disant on s'en occupe tous. Il reste des freins. Des petits détails au moment du passage en comité, parce qu'il y a essentiellement des hommes dans le comité d'engagement, des questions qu'on pose aux femmes qu'on ne pose pas aux hommes. Et tout ça, c'est un vrai travail de fond qu'il faut qu'on fasse très sérieusement. On le fait très sérieusement avec notamment 2 partenaires bancaires, dont un qui est ici. Voilà, pour arriver à ce que finalement ce ne soit plus un sujet. Nous, on fait encore, alors on ne le dit pas trop parce que ça fait un peu les femmes, c'est plus compliqué pour elles, donc on va les aider un peu plus, mais en gros, nous on garantit jusqu'à 80% en excluant les cautions personnelles. Voilà. Parce que c'est une femme qui entreprend. Et on aboutit à ces résultats-là parce que ce sont des vrais deals qu'on a passés au plus haut niveau avec les 2 partenaires bancaires dont on a parlé. Et derrière, je crois que le nœud du sujet, c'est quand les femmes entrepreneurs prendront la parole, se fédéreront et feront bouger les lignes et revendiqueront le fait de pouvoir entreprendre au moins aussi bien que les hommes. Quand on sera aux 50% et qu'on ne posera plus la question, on aura gagné, mais il reste encore un peu de boulot. Merci. Une dernière question peut-être ? C'est une question pour les réseaux du coup.
Plus proche, là c'est bon. Ok. C'est une question pour les réseaux du coup. J'ai cru comprendre que le critère principal d'évaluation de est-ce qu'on peut donner un prêt d'honneur à quelqu'un était le fait de pouvoir prédire la pérennité de l'entreprise. Je voudrais savoir si vous aviez une idée des sous-critères d'évaluation qui vous permettaient de définir cette pérennité. Alors, en fait, il y a tout un ensemble. Le comité qui va accorder un prêt d'honneur, il est composé de regards très complémentaires sur le projet d'entreprise. Il y a des experts comptables, il y a nos partenaires bancaires, il y a des chefs d'entreprise. Et alors, en fait, ce n'est pas un critère en tant que tel. On n'a pas une grille. En fait, on va examiner le projet sous ses différents angles. Sur est-ce qu'il répond à un besoin, le why, est-ce qu'il répond à son marché, est-ce qu'il y a sa capacité de développement. Donc en fait, c'est une analyse qui est très spécifique à chaque projet. Et ensuite, l'adéquation, est-ce qu'on pense que la personne qui va incarner, parce que nous, on soutient des projets en forme entrepreneuriale, donc l'idée, c'est qu'il y ait à terme 1, 2 ou 3 emplois qui soient créés, et donc que le ou les porteurs de projets nous semblent en parfaite adéquation avec la création d'entreprise. Mais il n'y a pas du tout de règle unique. En fait, c'est un regard à 360 sur le projet que vous allez nous présenter. Merci beaucoup. Et pour conclure, puisque je me permets de te tutoyer, tu m'as dit que tu venais à Marseille. Je savais que Guillaume Gomez, qui a été le chef de l'Élysée de 4 présidents de la République, était là, donc je l'ai fait monter. Et quand tu vas venir à Marseille, ça sera donc le parrain de ton opération. Et on va monter quelque chose tous les 3 pour que les mamas puissent encore briller. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Je passe 2 minutes la parole à Gomez. Bonjour, alors c'est vrai, j'avais pas du tout prévu d'intervenir, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Non, juste vous dire quel plaisir j'ai d'être ici à BIC, parce qu'il y a vraiment une énergie qui est incroyable. J'intervenais sur un autre atelier. Merci François de me donner la parole. Le rôle, la place des femmes dans la restauration, on a un vrai travail à faire, vous le savez. On y travaille depuis, alors à Marseille avec Vérane notamment, depuis de nombreuses années, et il y a encore énormément à faire. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, cher monsieur, juste avant, on se posera plus la question le jour où la question ne se posera plus, tout simplement. Et il faut se battre pour ça. C'est quelque chose qui était, en tout cas dans mon métier, très naturel. C'était les femmes. J'interviens souvent en Afrique et je me souviens d'une séquence au Sénégal où dans un village, les femmes du village ne voulaient pas croire déjà que j'étais cuisinier, parce que pour elles, c'était pas un métier, tout le monde cuisine. Et quand en plus elles ont appris que j'étais payé pour ça, c'était une vraie révolution dans le village. Donc vraiment à votre disposition, à votre service pour faire et mener toutes les actions auprès de vous qui feront qu'un jour on ne se posera plus la question. Voilà. Un grand merci à tous. Merci Guillaume. On clôture avec un peu de retard, mais on avait un invité surprise. Merci.